Donc tout d'abord, un grand merci de m'avoir invité. Merci parce que j'ai l'occasion de temps en temps d'évaluer des dossiers du Clara et je suis toujours très impressionné par le dynamisme de la région. Impressionné aussi par le dynamisme des réseaux que vous avez pu monter. On en discutait tout à l'heure avec Sébastien sur les différents liens que vous avez entre à la fois les praticiens et les laboratoires qui sont associés, en particulier dans cette recherche d'ADN circulant et de biopsie liquide. C'est un enjeu majeur et je pense que vous avez un très très bon réseau dans cette région. Alors je vais essayer là en 20 minutes de vous donner un peu de mettre un peu le décor pour ensuite permettre à mes collègues de vous proposer les applications et vous montrer les applications directes en clinique de ces biopsies liquides. Et donc tout d'abord, quelles sont les attentes d'un marqueur biologique? C'est vrai que dans les tumeurs solides, depuis longtemps, on avait des marqueurs sériques. Idéalement, voilà ce qu'il faudrait pouvoir faire, suivre l'apparition, faire du dépistage précoce, donc distinguer une valeur normale d'une valeur pathologique, et puis suivre durant toute l'évolution du cancer, les différentes étapes, évaluer l'efficacité des thérapeutiques, et puis anticiper les rechutes. Alors mon topo va se baser essentiellement sur ces trois domaines. Alors sur le dépistage, effectivement les marqueurs sériques, l'application est plutôt réduite. Le diagnostic, apport limité. Quand on a l'image, on a besoin d'aller faire la biopsie pour avoir un peu plus d'informations sur les caractéristiques de la tumeur. Ils sont surtout développés sur le suivi. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'au niveau de l'ADN circulant, des biopsies liquides, même plus généralement, eh bien, on a évolué. Alors, il y a la question du dépistage, la question du diagnostic qui a été posée sur la possibilité d'un apport pronostic de ces résultats. Et puis, sur le suivi diagnostique, il y a des choses qui sont validées très concrètement. On en discutera tout à l'heure sur le poumon et à la fois sur le bilan initial et sur les résistances. Alors, le périmètre de la discussion, je vais un peu le réduire. Si on parle de biopsie liquide, finalement, c'est toute analyse permettant d'obtenir une information sur une tumeur solide à partir d'un prélèvement liquide. Voilà la définition que je vous propose. Sur le prélèvement sanguin, il y a deux analyses possibles, soit les cellules tumorales circulantes, donc ça ne va pas être l'objectif de mon topo, mais juste pour vous dire qu'il y a 1 à 5 cellules par ml qui circulent quand un patient est atteint d'un cancer. Il y a des applications directes validées par la FDA comme le Cell Search. Et puis les acides nucléiques circulants qui sont beaucoup plus intéressants. Et une notion qui est importante et intéressante de retenir, c'est donc on a entre 1 et 100 nanogrammes par ml, sachant qu'une cellule c'est 3,6 picogrammes à peu près. Donc c'est pour vous montrer la quantité d'informations génétiques qu'on peut obtenir à partir de ces acides nucléiques. Il y a d'autres prélèvements, on en parlera tout à l'heure à la fin dans les extensions, urine, liquide pleural, salive, etc. Alors l'historique, je vous montre juste cette historique pour vous montrer que, et c'est le point essentiel, c'est qu'on est parti en 1948 par des Français qui ont mis en évidence l'ADN circulant chez les individus sains. Et puis au fur et à mesure, en fait, que les années ont passé, on a précisé en fait l'origine de cet ADN, et particulièrement cet ADN d'origine tumorale, pour arriver en 94, les années 90, pour bien mettre en évidence des anomalies moléculaires liées à la tumeur, donc avec cet article 94 sur KRAS. Ce que je voulais vous faire retenir surtout, c'est que ce qui a progressé, c'est surtout l'évolution technologique, avec le séquençage du génome humain en 2003, puis le développement du séquençage au débit, et on va reparler des applications ici, parce que clairement, ça a permis le développement de cette analyse. Donc ça, c'est en 1994, donc l'essai sur KRAS dans le pancréas. Et donc l'ADN circulant, qu'est-ce que c'est? C'est des fragments d'ADN relativement de petite taille, puisque en fait ils sont liés au processus apoptotique des cellules tumorales. Donc il y a tout un processus de digestion qui explique cette taille d'ADN, et qui finalement, lorsqu'on a une taille supérieure, en général ça ne provient pas de la cellule tumorale. Les concentrations d'ADN vont entre 15 pour un individu sain, à plus de 130 nanogrammes par ml. Et ce qui est intéressant ici à retenir, c'est que finalement, il y a de la présence d'ADN circulant chez l'individu sain. Et l'enjeu, en fait, et l'enjeu de toutes les analyses et les process qu'on va mettre en place pour récupérer cet ADN, ça va être justement de sélectionner correctement ce matériel tumoral. La fraction allélique, elle est extrêmement variable, elle peut atteindre de 0,01% à plus de 90%. Et en fait, cette fluctuation, elle est liée à la quantité d'ADN que vous êtes capable d'identifier.
Lorsque vous n'avez que de l'ADN tumoral, finalement, circulant, vous avez le reflet exact de la tumeur que vous auriez pu avoir par la biopsie. Ce qui explique que vous pouvez atteindre cette fréquence allélique, cette fraction allélique de plus de 90%. Là, c'est juste pour vous montrer les résultats qu'on a en fraction allélique TP53 dans nos études sur Gustave Roussy. Vous voyez, on atteint des 80% chez certains patients avec des taux qui avoisinent plutôt inférieurs à 10%. Alors, une des précautions à prendre lorsque vous étudiez la littérature sur l'ADN circulant et sur les biopsies, c'est qu'il y a pas mal de confusion, à la fois sur les conditions préanalytiques, sur les conditions analytiques, quels sont les tests utilisés. Donc, au début, on a eu une floraison de tests d'analyse et de PCR pour essayer de sélectionner cet ADN. Et puis, l'autre élément qui est très important, c'est comment vous avez sélectionné vos patients, parce qu'en fonction de l'histoire clinique de ces patients, si vous êtes en stade précoce ou en stade tardif, vous allez avoir une quantité qui va être très variable. Les techniques de séquençage sont en pleine évolution et le topo que je vais vous montrer, les techniques qui sont actuellement en cours, rien qu'en 3 ans, en fait, on est en train de focaliser de plus en plus sur les techniques de séquençage au débit, alors qu'il y a 3 ans, on se disait, bon, la digital PCR, c'est vraiment la technique d'avenir pour pouvoir identifier ces anomalies. Ce que je voulais vous dire sur la littérature, parce qu'on le retrouve encore dans un certain nombre d'articles, le sérum est clairement à proscrire. Effectivement, on trouve beaucoup d'ADN circulant, mais c'est de l'ADN finalement constitutionnel qui est relargué. Donc qu'est-ce qui est intéressant en fait à voir par rapport en termes d'application par rapport à cet ADN circulant? Vous avez deux choses qui sont importantes, c'est que vous allez avoir accès à la fois à l'hétérogénéité intratumorale, l'hétérogénéité intertumorale s'il y a plusieurs développements de tumeurs chez votre individu. Et vous avez aussi la contamination avec ce tissu tumoral sain qui explique la nécessité de mettre en place des éléments préanalytiques vraiment très stricts. Mais cette contamination en plus va être aussi associée à différentes sécrétions physiologiques liées à l'inflammation, liées au traumatisme en particulier. L'autre point intéressant par rapport aux marqueurs sériques, c'est que vous avez une demi-vie qui est très courte. Alors en fonction de la littérature, si vous prenez la demi-vie de l'ADN fœtal, vous êtes pratiquement à une dizaine de minutes. Là c'est le papier de Deal en 2008 où ils ont étudié un patient avec précisément post-chirurgical la différente cinétique de cet ADN circulant. Ils étaient arrivés à 114 minutes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au bout de 2 heures, il n'y a plus rien si la sécrétion a été arrêtée. Alors l'autre point que je voulais vous montrer, c'est effectivement ces différentes proportions qu'on va obtenir lorsqu'on va extraire cet ADN circulant. Vous avez la proportion d'ADN tumoral, clairement présente. Vous avez une proportion d'ADN constitutionnel qui vient des cellules qui physiologiquement vont relarguer de l'ADN. Et puis il y a toute une partie d'ADN constitutionnel qui est liée au préanalytique, et ce qui explique en fait ces fréquences alléliques extrêmement variables qu'on peut obtenir. L'autre point important, c'est que vous allez à la fois interroger le somatique et le constitutionnel. Et donc cet élément-là peut aussi être pris en compte lorsque vous montez des essais sur éventuellement des consentements spécifiques pour anticiper la présence de mutations incidentes. Là sur ce schéma, vous voyez bien donc l'ADN finalement circulant, c'est exactement la même problématique que la tumeur solide. Alors, hétérogénéité des ADN circulants en fonction de la nature du cancer, du stade de la maladie, enfin les grands classiques, la maladie métastatique. Effectivement, entre un gliome et un cancer colorectal, en fonction des différentes phases, vous n'allez pas avoir la même quantité d'ADN circulant en fonction de la localisation de cette tumeur aussi. Alors, de la prise en charge du prélèvement au résultat, donc ce que je vais vous montrer est issu de recommandations qu'on a mis en place avec une société qui s'occupe essentiellement de la génétique somatique, qui s'appelle le GFCO, pour Groupe francophone de cytogénomique oncologique, et sur lequel on essaie de travailler sur les différentes recommandations, en particulier sur l'ADN circulant. On a aussi sorti des recommandations sur le séquençage au débit. Donc l'enjeu de l'analyse de l'ADN circulant, c'est 2 choses. Effectivement, d'éviter les faux négatifs. Alors ces faux négatifs, il y a la sécrétion physiologique, ça on n'y peut rien. Le préanalytique, donc éviter la contamination avec du tissu sain. Et puis sur l'analytique, on va se trouver avec 2 enjeux. Sur les faux négatifs, le problème de la limite de détection. Et sur les faux positifs, le problème de bruit de fond. Puisque si vous allez diminuer la sensibilité de vos méthodes, vous allez augmenter le risque de bruit de fond.
Alors limiter la contamination par l'ADN, c'est une prise en charge extrêmement protocolisée. Donc vous avez le besoin en fait de séparer très rapidement ce plasma des cellules nucléées. Alors en fonction, il y a beaucoup d'études qui sont en cours, mais dans ces recommandations, on précisait qu'il fallait qu'une centrifugation soit faite dans les 4 heures sur le DTA. Une deuxième centrifugation est aussi importante, et je vais vous montrer quelques résultats parce que ça a un impact direct sur la fraction allélique que vous allez pouvoir mettre en évidence. Et puis différents stockages, on préconise quand même un stockage à moins 80 degrés pour ces analytes. Alors le volume à extraire, ce qu'on préconise, c'est d'extraire au moins 2 ml de plasma, effectivement, pour augmenter la chance, enfin la possibilité d'identifier cet ADN. Il y a différents tubes qui existent de stabilisation et qui sont plutôt rassurants, qui peuvent aller jusqu'à plus de 24 heures. Très franchement, sur les études qu'on a pu faire sur ces tubes Streck, on est en train d'étudier aussi Chiagen et Roche, on a pu montrer quand même qu'au fur et à mesure que vous laissez passer le temps, la fraction allélique quand même a tendance à légèrement diminuer. Les études sont faites surtout sur la quantité d'ADN, mais lorsqu'on regarde la fraction allélique, il y a quand même quelques fluctuations sur ces tubes-là, donc on préconise quand même de les traiter au plus vite en moins de 24 heures. Première centrifugation, seconde centrifugation, juste pour vous montrer sur ce graphe, vous avez en rouge l'impact en fait de la fraction allélique s'il y a une deuxième centrifugation, et en bleu dans la première centrifugation, donc juste pour vous montrer l'impact de cet enrichissement. Extraction, donc différents kits commerciaux. Un point aussi qui est important, parce que ça peut, lorsque vous utilisez des kits d'extraction, ça peut entraîner des mises au point sur ces kits, c'est le volume d'élution. On préconise un volume inférieur à 50 microlitres, vraiment pour maximiser les concentrations. Et certains kits, en fait, sont commercialisés encore avec des volumes très importants. Et on a pu montrer que c'était un point très sensible. Alors déterminer si on a ou non de l'ADN circulant. Alors c'est vrai que lorsqu'on utilise des techniques à large spectre, il y a l'avantage d'identifier d'autres mutations. Donc on a la certitude qu'on avait bien de l'ADN tumoral. Les altérations chromosomiques, là, ce sont des études qu'on met en place sur Gustave Roussy, où on propose, lorsqu'on a suffisamment d'ADN, un criblage des altérations chromosomiques par un test qui s'appelle l'OncoScan. Malheureusement, tous les patients, on ne peut pas produire cette information pour l'ensemble des patients. Et puis il y a la piste aussi de la méthylation, mais donc c'est une piste que moi j'avais retenue, et donc en préparant ce topo, j'ai essayé de refaire la revue de la littérature sur l'intérêt de la méthylation. Ça reste, j'ai l'impression, reste partagé, puisqu'il y a de la contamination avec aussi le tissu environnant par rapport à cette méthylation. Alors le positionnement des techniques, Sanger clairement à prescrire, mais ce qui est intéressant dans cette revue qui a été publiée en 2014, donc on positionnait le séquençage de débit vraiment en haut de la liste des techniques sensibles. Il semble quand même que maintenant certaines techniques permettent d'atteindre des sensibilités inférieures à 0,1%. Il y a des techniques qui sont basées en particulier sur des tags, je vais revenir dessus, sur des tags, des barcodes vraiment spécifiques, qui vont permettre de mimer ce qu'on obtient sur la digital PCR. Donc finalement, 3 grandes techniques, des techniques de PCR quantitative, des techniques de digital PCR et des techniques de séquençage ciblées avec différentes approches. Certains ont utilisé directement les techniques classiques utilisées sur les tumeurs, mais avec des adaptations en bioinformatique. Je vous montrerai les travaux qu'ont fait l'équipe de Pierre-Laurent Pic, par exemple, qui ont adapté leur analyse bioinformatique pour détecter ces mutations. Et puis d'autres modifications analytiques directement sur la manière dont on va enrichir, en fait, on va préparer la librairie. Alors la validation de la méthode, donc là pareil c'était dans nos recommandations, il faut assurer une limite de détection suffisante, bien sûr des contrôles de qualité, donc il y a un certain nombre de contrôles qui existent, une firme comme Horizon Technologies propose des contrôles avec des faibles fréquences alléliques, donc on recommande vraiment l'utilisation de ce type de contrôle. Et dans le cadre d'un programme que je coordonne qui s'appelle GENTIS, nous avons mis en place cette année un premier contrôle de qualité externe sur l'ADN circulant qui est coordonné par Marc Denis. Donc on a envoyé une dizaine de prélèvements avec du plasma humain et de l'ADN fragmenté, mimant en fait ces tubes d'ADN plasmatique réels. Donc 43 participants et on espère pouvoir vous donner les résultats dans quelques mois. Donc, mais pour l'instant, l'analyse est plutôt convaincante. Ces analyses sont plutôt convaincantes.
Alors la problématique ici, qu'on a tous, parce qu'au niveau européen c'est la même problématique, c'est comment acheminer ces plasmas dans les meilleures conditions. Et c'est vrai qu'actuellement, on les achemine en congelé, donc avec de la carboglace. Et c'est clair qu'on espère pouvoir faire des modifications avec, en particulier, donc, soit acheminer à température ambiante, soit on a des études européennes pour essayer d'utiliser d'évaporer cet ADN, donc de l'utiliser en lyophilisé. Donc la technique de digital PCR, donc l'avantage effectivement c'est que ça, au lieu d'avoir d'avoir un mix en fait de résultats, vous allez pouvoir identifier les résultats de PCR par différentes méthodes. Donc il y a des méthodes d'émulsion, il y a des méthodes de puce. Les méthodes d'émulsion, par exemple le beaming, qui a été l'une des méthodes les plus utilisées. Méthode de puce qu'on utilise à Gustave Roussy, qui est une firme française qui s'appelle Stila, sur lequel on a pu mettre en évidence en fait une sensibilité vraiment similaire à ce qui a été mis en évidence sur le beaming. Et puis d'autres approches alors, de séquençage au débit. Je vous disais l'approche qui a été de modifier la bioinformatique. En fait, l'enjeu de toutes ces approches, c'est de bien quantifier le bruit de fond qu'on va pouvoir produire par rapport à ces techniques. Et donc particulièrement sur le séquençage au débit, où vous savez que ce sont des méthodes avec un niveau de bruit de fond qui est très important. Et c'est vrai que l'équipe de Pierre-Laurent Puy est arrivée avec des limites de détection bien inférieures à 0,01%, contrairement à ce qu'on avait vu par exemple sur les premiers travaux en 2014 où on annonçait le NGS à 2%. L'approche technique, je vous en ai un petit peu parlé, cet exemple d'approche safe-sex avec 14 random barcodes qui vont permettre d'identifier précisément les PCR, les ADN qui vont être amplifiés. Et donc avec un niveau de seuil qui va être pesé, c'est-à-dire qu'il faut au moins 200 PCR pour que ça soit validé. Alors, whole exome, whole genome, il y a une preuve de concept. Bon, il reste encore des choses à analyser avec le problème de la faible profondeur et de la sensibilité analytique. Donc, plusieurs papiers, Mutarza, et ce papier aussi sur les anomalies chromosomiques qui ont été mises en évidence. Alors, la sensibilité à retenir, ce sont des techniques qui ont finalement une faible sensibilité de détection pour tous les éléments que je vous ai expliqués. On est entre 30 à 60%, 55% sur l'étude qui a été faite à Gustave Roussy, donc sensibilité de détection. C'est pareil pour le poumon. Au niveau de la diversité des altérations, effectivement, des techniques avec plus d'anomalies identifiées va vous permettre d'augmenter en fait ce niveau de sensibilité. Et là, c'est l'exemple que je vous donne sur nos études sur Gustave Roussy, où on a, par les mutations TP53, plus d'identification finalement d'anomalies. L'autre élément, la spécificité, bien là-dessus, pareil, une très bonne spécificité avec le problème du bruit de fond et l'importance de l'adaptation du pipeline bioinformatique. Donc pour conclure, deux points sur les applications dépistage du cancer, quelques exemples sur KIRAS, sur cette étude qui date de 2006 où ils avaient pu mettre en évidence 13 cas porteurs de mutations KIRAS, et sur ces 6 de ces 13 cas, il y avait l'apparition d'un cancer à 25 mois. Donc cet enjeu de dépistage pose des problèmes sur l'implication de la prise en charge, sur les formes précancéreuses et l'évolution liée à l'âge. Mais je vous conseille de suivre toutes ces études, puisqu'il y a des grands programmes industriels qui sont mis en place autour de ce dépistage, dont un programme qui s'appelle GREL, qui a pour objectif effectivement de mettre à disposition le séquençage au débit pour détecter très précocement l'apparition de ces cancers. En diagnostic, donc plusieurs applications validées maintenant par des AMM dans le cancer du poumon, des applications dans le cancer du pancréas en fonction donc, de l'accessibilité de la tumeur avec cet article 30% de détection sur des tumeurs non biopsiables. Et puis l'autre application, c'est le suivi des maladies résiduelles. Une application dans le cancer colorectal avec cet article, d'abord en rétrospectif, puis en prospectif avec l'article de T sur le risque de récurrence, et donc la possibilité d'utiliser ce marqueur dans le désescalade thérapeutique. Vous avez les différentes courbes de suivi en rétrospective, l'application aussi dans le poumon, et donc l'apparition des résistances qui montre l'importance d'avoir des techniques de criblage relativement étendues. Vous avez cet exemple dans le côlon où on voit des patients qui étaient wild-type KIRAS, et puis l'apparition de ces mutations qui vont être extrêmement diversifiées, y compris sur EGFR avec des mutations un peu inattendues sur les régions de liaison entre les anti-EGFR et la tyrosine kinase.
Et puis la résistance, vous avez cette application de SR1 que vous avez citée effectivement dans le cadre du cancer du sein. Le poumon, je ne vais pas revenir dessus, mais je pense que Sébastien va vous décrire les nombreuses applications. Une notion, par exemple, dans les translocations liées à ALK, vous avez l'apparition des mutations chez les patients liés traités aux crises de tinnitus avec l'augmentation donc, des résistances. Donc sur Gustave Roussy, on a mis en place une consultation spécialisée pour l'ADN circulant, qui a pour objectif en fait d'accueillir les patients, à la fois d'avoir un questionnaire et surtout un consentement, puisque comme je vous ai montré, il y a des implications aussi sur la prise en charge, et permettre à ces patients d'arriver effectivement, d'avoir la possibilité d'avoir des propositions dans le cadre de RCP moléculaire si on trouve d'autres mutations que les mutations classiques de résistance. Dans la minute qui reste, donc sur les extensions à venir, juste pour vous garder à l'esprit les possibilités autres que l'ADN, autres que le sang. Donc il y a d'autres liquides qui peuvent être explorés. C'est clair qu'à partir du moment où vous avez en place un circuit d'analyse lié au plasma, vous pouvez envisager d'autres analyses, en particulier le LCR par exemple, qui est vraiment un liquide intéressant à étudier pour maintes raisons. L'urine aussi, avec d'autres enjeux. Donc il y a des papiers intéressants sur le GFR et poumons avec des bonnes sensibilités. La problématique de l'urine, ça va être de gérer le volume. Et on s'aperçoit que pour avoir une bonne sensibilité, il faut au moins 90 ml d'urine. Extension à l'ARN, avec en 96 la mise en évidence d'ARN messager circulant au niveau du mélanome. Des applications peut-être plus prometteuses sur le micro-ARN, donc à voir, avec des origines un peu différenciées par rapport à l'ADN circulant, puisqu'on va les retrouver dans des vésicules, dans des exosomes, dans des plaquettes, alors que l'ADN circulant, lui, est plus directement accessible. Donc pareil, sur le pré-analytique, je pense qu'il va y avoir de bonnes discussions sur la mise en place de ces analyses. Et puis le point sur la méthylation aussi, avec des complexités et des applications directes. Donc CEP9 par exemple dans le cancer colorectal, avec le suivi du cancer colorectal qui permettrait le dépistage précoce et l'identification de ces méthylations circulantes de ce promoteur, mais d'autres applications. Et pareil, des enjeux majeurs dans la protocolisation, parce que je pense que le bisulfite, il y a pas mal de diversité d'applications de ces protocoles. Donc je pense qu'on aura pas mal de discussions encore dessus. Voilà, donc pour la conclusion, donc il y a des applications concrètes, j'ai essayé de vous les montrer là dans ces 20 minutes en cancérologie. Il y a besoin évidemment de validation clinique. Quelques éléments de validation clinique, c'est surtout dans le poumon. Pour l'instant, on n'a pas encore de validation pour les autres applications, y compris ESR1, donc on attend beaucoup de ces études. Des extensions potentielles à la fois sur le dépistage précoce, sur le suivi de la maladie résiduelle, et là pareil, là pour l'instant on attend encore des résultats. D'autres liquides, et je pense que clairement le point à retenir c'est la standardisation, et c'est clair que par cette standardisation de protocoles préanalytiques, de méthodes analytiques, on arrive maintenant sur des analyses qui sont vraiment performants, et en particulier sur l'ADN circulant. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, j'espère que j'ai pu vous installer le cadre, et puis donc je suis ouvert s'il y a la possibilité de questions. Merci. Un grand merci pour cet exposé.